Bonjour à toutes et à tous. Après cette interruption de 3 jours, samedi, dimanche et puis lundi, férié de Pâques, nous voici mardi 14 avril en direct depuis le Studio 107 au Hangar 107 chez Paris Normandie avec Thierry Rabier qui revient de 8 jours aux Seychelles. Non, on ne va pas dire ça, Sylvain. Vous savez bien que les avions sont cloués au sol. Vous êtes un spécialiste. Non, mais de c'est parce que l'aviation. vous avez très bonne mine. Vous avez fait intervenir Bernard Chabert la semaine dernière sur cette antenne. Et il vous a expliqué que l'aviation commerciale est clouée au sol et que c'est pas pour demain. C'est pas pour et demain, le président a dit hier que l'espace Schengen ne serait pas rouvert à la France. Donc on n'est pas prêt de partir en vacances. Loin de la Normandie. Non, je suis resté en Normandie, Sylvain, tout près de vous. Et je vous ai écouté comme des milliers de téléspectateurs chaque midi avec Anthony et Thomas. Oui, très bien. Et avec, tiens, le premier aujourd'hui, l'un des premiers, c'était Mathieu. Coucou Mathieu qui nous suit régulièrement. Il nous pose la question de savoir où on en est, mais on y vient tout de suite. Bonjour quand même salut à Sylvain, Thomas Dubois. Salut Thierry. Il est incollable, vous l'aurez pas comme ça. Il est incollable. Mais Bonjour, surtout Thomas. pas de fake news, Sylvain. C'est votre leitmotiv depuis le début de l'ouverture de cette antenne de ligne ouverte. Pas de fake news. Le programme, le docteur Bruno Burel, là, tout de suite, très vite avec nous. Le témoignage ensuite d'un interne au CHU de Rouen qui est détaché au CHI d'Elbeuf. Une institutrice, directrice d'école maternelle, va réagir aussi aux annonces du président de la République hier soir. Et puis notre ami à tous, Draco le magicien, sera avec nous. On devait avoir aujourd'hui Philippe Manœuvre, le célèbre journaliste musique, qui a été pendant 24 ans le rédacteur en chef de Rock et Folk, mais ça sera demain. On a un gros problème de connexion avec lui. Tout de suite, ça commence, ligne ouverte. Maintenant, c'est le 20e numéro, et oui déjà. Alors, juste avant de retrouver le docteur Bruno Burel, le médecin consultant de PNTV, eh bien, Thierry Rabier, puisque vous êtes de retour avec nous et on en est ravis, vous titrez, évidemment, sans surprise, après ce qu'on a vu hier soir, restez encore chez vous. Et oui, c'est le titre qui s'imposait aujourd'hui, puisque on attendait tous et toutes hier à l'intervention du président de la République sur les mesures de confinement ou de déconfinement. Il a parlé des deux, finalement, puisqu'il nous a annoncé, sans surprise, une prolongation de 4 semaines du confinement. Donc, il nous donne rendez-vous le 11 mai pour un déconfinement progressif de la population. Donc là, il n'y a pas eu de notion de déconfinement région par région. C'était un petit peu les informations qui circulaient dans l'entourage de l'Élysée ces dernières semaines sur un déconfinement par région. Est-ce que le Grand Est allait être déconfiné avant, ou les régions les moins impactées, comme les Pays de la Loire, la Bretagne et même la Normandie, seraient déconfinées après? Finalement, il a parlé d'un déconfinement total à partir du 11 mai, en donnant simplement, justement, des mesures précises avec les écoles, les crèches tout d'abord, les lycées, les collèges, pas les universités, les hôtels, bars, restaurants vont rester fermés. Donc on est sur un déconfinement à partir des personnes les plus jeunes de la population, donc tous les enfants, pour une reprise progressive de l'école, avec la possibilité, par ricochet, aux parents qui gardent ces enfants depuis le 16 mars, de retourner au travail et de ne plus être bloqués à la maison pour les garder. Et avec Thierry, hier soir, une audience absolument record, puisque 35 millions de Français étaient devant leur poste de télé. C'est plus de 50%, donc c'est énorme. C'est dire à quel point les gens attendent d'en savoir plus. Alors, rapidement, tiens, oui, une question. J'oublie pas Mathieu qui nous a posé une question. Mathieu nous dit comment va Paris-Normandie. Paris-Normandie, c'est comme toutes les entreprises, en tout cas comme de très nombreuses entreprises. Il n'y a pas de secret. Les recettes publicitaires ne rentrent plus. Le business est stoppé. Et les charges continuent à être là. Donc, évidemment, c'est très dur, Thierry. Bien sûr, comme beaucoup d'entreprises, que ce soit les entreprises de presse ou les autres entreprises, effectivement, il y a une baisse de l'activité générale, donc une baisse des recettes. Donc, nous avons utilisé effectivement toutes les mesures qui ont été permises par le gouvernement, comme le chômage partiel. Par exemple, la rédaction est impactée aussi à hauteur de 50% de ses effectifs en chômage partiel. C'est pour ça que vous ne voyez pas toutes les semaines moi-même, Sylvain, pas vous, mais Thomas. Moi, vous ne me voyez pas toute la journée. Voilà, on ne vous voit pas toute la journée, on vous voit le matin jusqu'à midi. Ensuite, nos services diffusion, marketing, service commercial est impacté quasiment à 100% de son activité. Donc, effectivement, Paris-Normandie, pour l'instant, on est toujours du bois, il n'y a pas de cas lourds de Covid-19, donc c'est le principal. Il n'y a pas de collaborateurs qui sont hospitalisés, qui sont en réanimation. En revanche, l'entreprise, comme beaucoup d'entreprises normandes et françaises, elle souffre, elle doit se réorganiser, elle doit préparer un après. Donc voilà, mais nous sommes là tous les midis. Nous continuerons à vous informer pendant toute cette période-là. Et je pense qu'on sera, j'en suis même sûr, avec vous bien au-delà du 11 mai 2020. Je retiens votre formule, Thierry. L'entreprise Paris-Normandie prépare un après.
Et effectivement, et je pense que je suis même sûr, on sera là après le 11 mai, après le début du déconfinement. Nous serons toujours là et nous réfléchirons notamment sur cet après qui sera peut-être, c'est une formule aussi, cette émission ligne ouverte que nous avons créée dans la crise du Covid. Peut-être que cette émission quotidienne, on la pérennisera et on sera avec vous, chers auditeurs, hein, tous les jours pour décrypter l'information qui sera tout autre, mais qui sera tout aussi intéressante. Ouais, on nous dit là tout de suite, réaction sur Facebook, la reprise de l'école inquiète une grosse partie de la population qui peut nous rassurer. Il y a beaucoup de questions qui se posent déjà. Alors, ça va être un sujet qu'on va aborder dans notre édition de demain. C'est effectivement pourquoi ouvrir les écoles. À certains égards, pour certains responsables, enseignants, la décision peut paraître absurde. Pourquoi on continue de confiner une partie de l'activité et pourquoi, par définition, les écoles sont des lieux où il va être difficile de respecter les mesures de distanciation sociale, avec parfois des centaines et des centaines d'enfants, d'ados. Effectivement, je pense qu'il va y avoir un besoin vraiment de précision sur comment ça va se faire, parce que là, à l'heure actuelle, ça peut paraître à certains égards un peu absurde, voire assez illogique, quoi. En plus, elle inquiète des deux parties. Elle inquiète à la fois des parents qui sont d'un côté soulagés de pouvoir reprendre une activité professionnelle et de pouvoir se décharger de la gestion quotidienne des enfants, parce que c'est une tâche difficile, et quand on n'est pas enseignant, on n'est pas les sachants, c'est compliqué de faire les cours à la maison. Mais les parents sont aussi inquiets à l'idée, on a confiné nos enfants pendant 8 semaines, ils sont en bonne santé, on va les replonger dans un milieu où il y aura beaucoup de gens potentiellement positifs. Oui. Donc il y a des parents qui auront sûrement des réticences à renvoyer leurs enfants à l'école, et on a aussi des enseignants qui sont aussi des pères, des mères de famille, et voilà, qui aussi respectaient les règles du confinement depuis le 16 mars, et qui aujourd'hui se disent être en contact journalier et quotidien avec des enfants qui sont considérés que pour la plupart comme des porteurs sains. Est-ce que je ne vais pas mettre ma vie en danger et ensuite ramener la maladie à la maison? Donc de toute façon, il y a des grosses interrogations sur cette mise en place de ce retour progressif à l'école. Est-ce qu'il va se faire par classe alternée, des demi-classes? Voilà, il y a des choses qui doivent être précisées et on attend d'en savoir un petit peu plus. Je pense que ça va préciser au fil des jours, des semaines par le gouvernement, qui va apporter des précisions justement par toutes les mesures qu'a annoncé Emmanuel Macron hier. Alors, comme justement, on nous demandait comment va Paris-Normandie, Yvan nous dit courage aux journalistes. Sympa, merci. Merci. Oui, c'est très sympa, parce qu'il ne faut pas oublier que les journalistes, d'ailleurs, le président de la République en a parlé un petit peu dans son allocution aussi, on n'est pas en première ligne comme des soignants, on ne va pas se comparer aux soignants, ou comme des gens, comme les pompiers, ou les gens qui sont vraiment en première ligne. Mais bien sûr, les journalistes de Paris-Normandie, ils sont aussi sur le terrain, ils vont à la rencontre aussi des gens qui continuent de faire fonctionner ce pays. On a envoyé par exemple un journaliste la semaine dernière au service Réa du CHU de Rouen pour faire un beau reportage dans les entrailles du service Réa du CHU de Rouen, qui est le service qui est le plus regardé, le plus attendu aujourd'hui. Donc voilà, les journalistes continuent de travailler. Notre journaliste photographe Stéphanie Perron est allée aussi faire ce reportage photo. On en prépare encore beaucoup d'autres cette semaine. Donc effectivement, on est aussi en contact de la réalité quotidienne de cette épidémie. Alors, raison de plus moi je le dis très clairement, raison de plus pour nous aider. Nous, on est là pour vous aider. On vous met à disposition de l'information très fiable, très vérifiée, de grande proximité. Eh bien, soyons solidaires, on a besoin de vous. Allez peut-être sur la page d'accueil du site Paris-Normandie. On va vous la passer, là, pendant que je vous la réexplique. En haut à droite, il y a ce petit rectangle jaune-orange. Abonnez-vous. Eh bien, vous cliquez et puis vous tombez sur les formules d'abonnement, vous verrez. Il y a des formules d'abonnement qui sont très, très, très accessibles. J'ai même envie de dire pas cher du tout et qui vous donnent une information vraiment très, très complète. C'est le pendant web de ce journal papier qui fait encore aujourd'hui 48 pages. Et je le dis, je le redis, Thierry Rabillet, je suis très à l'aise puisque le print, c'est vous. C'est vraiment du dossier quotidien sur le sujet. Le print et le web, parce qu'il ne faut pas non plus dissocier le print du web. Tous les articles que vous retrouvez sur votre version papier, si vous souhaitez vous abonner uniquement en version numérique ou si vous êtes uniquement quelqu'un qui souhaite lire sur tablette, sur ordinateur, vous pouvez bien sûr aussi retrouver ces contenus-là sur le web. Ils sont parfois enrichis, il y a un peu plus de commentaires, de lignes, mais globalement, vous retrouvez le même contenu avec des contenus spécifiques. Mais en tout cas, on voit bien que ce lien avec la population, il est fort. Ce matin, par exemple, j'ai reçu un appel je lui fais un petit clin d'œil de Madame Florence Sauvegrain, qui est à Biville-sur-Mer, dans la nouvelle commune, une entité qu'on appelle Petit Coup, entre Dieppe et le Tréport. Elle tient un établissement, un bar tabac presse,
dépositaire de Paris-Normandie. Elle tient aussi à une petite partie restauration. Et elle a lu avec beaucoup d'attention le reportage qu'on a fait dans l'heure avec sur les routiers, sur ce restaurateur qui continue d'ouvrir pour les routiers. Et elle m'a dit, monsieur Rabillet, vous savez, nous aussi, on a des routiers qui passent tous les jours, on leur ouvre, on leur permet d'aller se prendre une douche, on leur donne accès à nos toilettes et on leur fait aussi un plat du jour tous les jours. Donc si vous pouviez venir nous voir, nous faire un petit reportage, nous dire qu'on existe, c'est à Biville-sur-Mer. Donc vous voyez, Florence Sauvegrain, elle lit le journal aussi comme dépositaire de presse, mais elle le lit aussi comme une citoyenne qui s'intéresse aussi à la vie de cette société, de cette entreprise aussi, et elle veut participer elle aussi à sa façon à l'effort de guerre qui est demandé par tous. Bon, bah faites chauffer, Thierry, la voiture de service Paris-Normandie. On envoie Martin Torrent en reportage dès cet après-midi. Muguette et Chantal, je n'oublie pas de me poser des questions. Ça va être le moment d'y répondre avec le docteur Burel, le médecin consultant de PNTV. Bonjour, docteur. Bonjour, docteur. Bonjour, docteur. Bonjour. Dites donc, docteur, vous avez mis votre masque FFP2. Je vais le retirer. Ça va être plus clair pour parler. Voilà. Bon, rassurez-vous, ça ne passe pas. Hein. Le virus ne passe pas de notre plateau à votre cabinet. Pour autant qu'il soit... Non, alors je voulais apporter mon soutien aussi à Paris-Normandie parce que je pense que c'est moi qui suis natif du coin et qui l'ai toujours lu et toujours vu chez mes parents puis chez moi après. Je crois que c'est important pour la vie locale de soutenir le journal. Merci de ce petit mot très sympa qui nous fait chaud au cœur, docteur Burel. Docteur Burel, il y a deux questions là, de Muguette et de Chantal, on va y venir très vite, mais simplement, réaction tout de suite du docteur Burel suite à l'annonce du président de la République hier soir. Écoutez, le confinement, c'est sûr que pour limiter les cas graves de Covid qui arrivent et qui engorgent les services de réanimation, il n'y a qu'une solution, c'est le confinement. Parce que ça permet d'éviter des vagues très importantes de Covid et donc des engorgements des services de réanimation avec automatiquement un tri des malades où on ne pourrait pas accepter tout le monde. L'inconvénient de ce confinement, c'est par contre que le virus ne diffuse pas dans la population et que l'immunité va être très longue à atteindre. Et je pense que le mois qui est annoncé jusqu'au 11 mai par le président vise à ce que nous installions toujours ce confinement et surtout ces gestes barrières pour nous comporter correctement, mais qu'il faut qu'on apprenne à vivre maintenant avec ce virus durablement qui va être là pendant des mois et des mois. Et il faut absolument respecter les gestes barrières, que les masques arrivent pour tout le monde, on peut s'en fabriquer, et puis on va pouvoir très prudemment reprendre une vie en société dans un mois, et donc ce mois-là, nous devons le mettre à profit pour nous organiser et nous discipliner. Alors, pour docteur, pouvoir affronter le... Oui. D'accord. Simplement, je glisse un petit merci à deux bonjours qui nous sont passés. Là, Arnaud Saint-Rémy nous dit merci à vous et continuez. Et puis Patrice Blanchard nous fait un petit coucou. Voilà, on réagit, docteur, vous le savez bien, très vite, le plus possible aux commentaires et aux réactions des internautes. Il y avait deux questions. Une question de Muguette, docteur. Muguette nous dit, est-ce qu'il ne faudrait pas faire des tests auprès de tous les enfants avant de les renvoyer à l'école ? Alors, les tests auprès de tous les enfants, je pense que c'est pas faisable. Déjà, vous avez vu tout le problème des tests. Le président a dit hier que nous allions faire des tests pour les gens exposés et pour les gens qui allaient, après avoir fait le Covid, devoir reprendre une activité avec les autres. Je suis pas sûr qu'on puisse le faire. Non, et je vous confirme, docteur, et je vous confirme qu'effectivement, de l'entourage proche de l'Élysée ce matin, j'ai eu la confirmation qu'il n'y aura pas de test systématique des enfants à partir du 11 mai qui reprendront l'école. Oui, ce qui paraît logique. Et puis la deuxième chose que je voulais ajouter, c'est que jusqu'à présent, à des très rares exceptions près, et c'est pas toujours facile en médecine de dire que c'est le Covid qui a tué, parce que n'oublions jamais qu'il y a 1750 morts tous les jours en France, Covid ou pas Covid. Oui. 610 000 morts par an en France, bon c'est normal, c'est la vie. Et donc après ça, les enfants jusqu'à présent, à quelques rares exceptions, et encore une fois, il faudrait voir pourquoi c'est une exception, jusqu'à présent, les enfants n'ont pas fait de forme sévère de Covid. Donc, est-ce que finalement, c'est pas eux qui vont faire que la population va être un peu plus immunisée? On verra. Donc, par contre, je crois que de fait, comme je le disais tout de suite, il faut mettre en œuvre le mois qui vient pour préparer les gestes barrières, pour rééduquer bien les enfants à tout ça, et puis peut-être que de fait, ça sera des classes par demi-journée, par quart de cours, enfin je sais pas, là ils sont en train de, l'éducation nationale est en train de l'organiser. Mais je crois qu'il va falloir apprendre à vivre
intelligemment avec le Covid, avec beaucoup de précautions, mais que la vie va devoir reprendre. Parce que si la vie ne reprend pas, ça va être un effondrement économique et sanitaire et les conséquences seront encore bien pires. Alors, docteur, ou peut-être Thierry Herbier ou peut-être Thomas Dubois, dites-nous, Chantal nous demande qu'est-ce que je risque, puis-je être pénalisé si je décide de ne pas envoyer mes enfants à l'école comme ça risque d'être prévu à partir du 11 mai? J'ai cru comprendre que ça serait facultatif. D'accord. Oui, je pense que le rectorat, je pense qu'ils vont faire preuve de compréhension peut-être. On peut assez facilement comprendre l'inquiétude qu'il va y avoir chez les parents. Qui se manifeste dans les réactions là d'ailleurs. Hein. Oui, on a du mal à imaginer qu'il y ait derrière, il y ait en plus des mesures de rétorsion. Après, il faut aussi peut-être que ces parents fassent en sorte s'assurer que la scolarité soit suivie correctement à domicile. Là, c'est un autre docteur, problème. Question, interrogation, incompréhension. Beaucoup de gens qui nous viennent du web, beaucoup de gens ont été confinés et cette personne ne comprend pas pourquoi, comment le Covid continue à progresser. Le Covid, il est très, très, très contagieux. Mais si, elle dit, mais si les gens sont confinés, s'ils restent chez eux, s'il n'y a plus de mouvement... Tout le monde n'est pas confiné parce qu'il y a un peu de vie qui continue, il y a des gens qui travaillent, il y a les soignants qui sont assez exposés, surtout dans les hôpitaux. Et puis, le Covid, il peut incuber un certain temps. Il y a des gens qui sont porteurs sains et donc qui rencontrent du monde sans savoir qu'ils sont porteurs du Covid. Donc, de toute façon, il va continuer à vivre ce Covid et le confinement évite un nombre de cas très important qui augmente très, très rapidement, mais ça ne va pas tuer le Covid, le fait d'être confiné. Le corollaire, la question que posait la personne, pour être clair, à partir du moment où on est confiné et qu'il se passe presque un mois, et qu'on n'a pas de contact avec d'autres personnes, logiquement, on ne peut pas contracter le virus, on ne l'a plus, on ne le porte plus. Tout à fait. Mais cette personne-là, est-ce qu'elle a vraiment aucun contact? Il faut bien qu'elle reçoive, même si elle ne va pas chercher à manger, il faut bien qu'elle reçoive à manger, il faut bien qu'elle reçoive des objets, il y a un passage, et donc de toute façon, on ne peut pas vivre dans une bulle totale et hermétique, tous, et donc c'est normal que le Covid commence à continuer à circuler un petit peu, d'autant que l'incubation peut être variablement longue, de 6 à 15 jours, on ne sait pas, et que ça peut persister longtemps, c'est-à-dire qu'on peut rencontrer des gens qui sont des porteurs sains ou qui ont eu le Covid il y a très longtemps et plusieurs semaines, et peut-être qui sont encore porteurs. Donc il faut se faire à l'idée qu'il va continuer à circuler et il faut préparer le mois qui vient où on va rester confiné pour développer ces gestes barrières et vivre intelligemment avec ce Covid. J'espère que les autorités de santé vont nous donner toutes les données pour savoir finalement qui est plus à risque et qui est moins à risque, parce que peut-être que les enfants, il n'y a pas de risque, et ça, on attend encore des statistiques très sérieuses pour le savoir, il y a encore des inconnus. Docteur, question, si vous pouvez répondre assez brièvement. J'ai une maladie chronique, je suis alors je répète, sans comprendre, je suis sous immunosuppresseur, puis-je ne pas remettre mon fils à l'école? Oui, je crois que oui. Parce que de fait, tous les gens qui vivent avec une personne fragile, les immunosuppresseurs, par exemple pour certaines maladies, certains cancers ou pour certaines maladies immunologiques, les gens ont des traitements qui s'appellent immunosuppresseurs et qui diminuent l'immunité. Autrement dit, c'est une personne, si elle attrape le Covid, peut le faire une forme plus sévère et plus grave. Donc les personnes qui vivent à son foyer peuvent obtenir des arrêts maladie notamment, pour ne pas ramener le Covid à la maison, et son enfant, c'est pareil. Il faudra éviter qu'il ramène le Covid à la maison, même si pour l'enfant, c'est pas très grave sans doute. Messieurs, à tous, je ne sais pas qui répond, Momo Normand, je le salue, c'est un des grands fidèles de nos programmes en direct, et il nous dit tout simplement, et de manière très courte, pourquoi le 11 mai? Pourquoi le 11 mai? Parce que c'est une période entre le 16 mars et le 11 mai, c'est quasiment 8 semaines. C'est quasiment le temps qui a été choisi par les autorités chinoises à Wuhan pour déconfiner aussi la population. On était sur une période entre 40 et 70 jours. Donc 8 semaines, on sera quasiment à 60 jours. Donc on estime que par rapport à la baisse des cas qui sont hospitalisés, on voit qu'aujourd'hui, il y a moins de 200 patients hospitalisés en réanimation en Normandie, alors qu'on a une capacité de plus de 400 lits en réanimation en Normandie. On voit bien qu'il y a une diminution
des cas graves hospitalisés. Donc, comme l'expliquait tout à l'heure le docteur Burel, on peut commencer à déconfiner parce qu'on estime aujourd'hui que notre système hospitalier est en capacité d'accueillir des malades qui viendraient sur une deuxième vague. Sachant qu'il y a beaucoup s'attendaient aussi à une date encore plus. On a vu beaucoup de pronostics circuler avant l'allocution d'Emmanuel Macron. Ce qui peut être surprenant, effectivement, le président Macron, a priori, avait été très inquiet sur les ponts du 1er mai et du 8 mai, le pont du 8, 9, 10 mai, et on s'aperçoit que quasiment 10 jours après, c'est le pont de l'Ascension, le week-end du 21, 22, 23, 24 mai. Ensuite, on fait un petit saut de puce, on est tout de suite au 31 mai, 1er juin, c'est la Pentecôte. Donc, effectivement, il y a des risques de voir aussi des gens beaucoup sortir. Mais à partir du moment, aussi, il a précisé hier, ça a été à la douche froide pour les professionnels de l'hôtellerie, de la restauration et des bars. Douche très froide. Que puisque ces établissements vont rester fermés, vous allez pouvoir sortir, mais vous n'allez pas pouvoir reprendre une vie tout à fait normale en réservant quelque chose, un Airbnb, un hôtel, d'aller à l'hôtel, au restaurant en famille. Donc globalement, ça sera un retour à la vie normale qui sera vraiment progressif et avec des problématiques. On sera toujours dans la distanciation sociale et surtout, on ne sera pas sur des rassemblements dans des lieux, sur les terrasses des cafés où on passe des heures, on passe longtemps. Et peut-être même avec des masques. On sait très bien que le Français reste très longtemps au restaurant, va rester 1 heure, 2 heures au restaurant, contrairement à nos voisins allemands. Donc on ne pourra pas reprendre ces gestes, on va dire, de notre vie quotidienne de citoyens. Donc ça permettra de toute façon d'éviter une continuation ou une deuxième vague beaucoup plus forte à partir du mois de juin. Donc voilà pour la réponse très complète de Thierry Rabillet, un mot normand. Docteur, question. J'ajouterai un mot à ce qui vient d'être dit par Thierry Rabillet, c'est que le déconfinement ne veut pas dire retour à la vie normale. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. C'est que le mois qui vient jusqu'au 11 mai, c'est pour nous préparer à vraiment avoir les gestes barrières, les protections et pouvoir vivre dans la vraie vie, mais avec le virus qui est présent et toutes les précautions pour éviter une aggravation brutale. Donc en fait, c'est 4 semaines d'auto-organisation pour vivre avec le virus, avec beaucoup de prudence et développer encore plus les gestes barrières. Question, docteur Burel. Une personne qui a été confinée pour suspicion de Covid-19, qui est éducatrice d'ailleurs, vous demande, avant de reprendre son travail, peut-elle être testée ? Elle a eu une forme sévère ou pas? C'est un petit peu la question, parce que les formes peu sévères, je pense que ça n'aura pas beaucoup d'intérêt. Après, si elle a eu... son but, c'est de savoir si elle est immunisée ou si elle est porteuse encore, parce que le test, en fait, ça dépend quel test. Si on fait un prélèvement nasal, c'est pour voir si on a encore un peu de coronavirus dans les fosses nasales, et encore une fois, il y a quelques faux positifs. Et après ça, le test sérologique, c'est plutôt pour la rassurer, elle, c'est pour savoir si elle est immunisée ou pas. Donc, c'est pas le même but. Dans le premier, c'est pour savoir si elle est encore contagieuse. Dans le deuxième, c'est pour savoir si elle a risque de le réattraper ou pas. Une question, docteur, à propos d'éventuelles pistes de traitement. Est-ce qu'un protocole de soins qui serait à base de... Alors, je lis bien, parce qu'encore une fois, je lis sans comprendre, à base d'azithromycine pourrait présenter de l'intérêt? C'est le protocole du professeur Raoult, hein. C'est association hydrochloroquine et azithromycine. Hein. C'est déjà le cas. Alors actuellement, ça fait partie des protocoles qui sont en test dans pas mal de CHU en France actuellement. Donc on attend les résultats toujours, c'est toujours le même sujet. Mais le professeur Raoult a bien proposé cette association plaquenil-hydrochloroquine donc, et azithromycine. Oui, c'est un antibiotique, l'azithromycine, alors que l'hydrochloroquine est un immunomodulateur. Alors, une question, moi ça me fait du bien une question comme ça, elle est importante. Est-ce que les campings pourront rouvrir en juin? Thierry Rabillet, est-ce que vous allez préparer la tente? A priori non. Hein. C'est comme les hôtels. Hein. C'est comme les hôtels, non, c'est le donc, même régime. Hôtel, camping, même restriction. Ça serait illogique. Même restriction. Il a bien répété que tous les festivals, les manifestations où les gens se regroupaient par milliers de personnes, c'est pas envisageable avant la mi-juillet. Et un camping, hein, c'est le même statut qu'un hôtel-restaurant. Donc non, les campings, vous ne pourrez pas passer la Pentecôte dans un camping dans le Cotentin, Sylvain. Bon, eh bien écoutez, tant pis, moi j'adore le camping. Pas démenti. Est-ce que... tiens, Jérôme, oui, on me
Paris-Normandie, Jérôme, livreur de Paris-Normandie au Havre, est avec nous. Là, on lui fait quand même un petit coucou. Bonjour, voilà, on le répète, tous ces journaux qui sont livrés chaque matin, ceux qui arrivent par porteur dans les boîtes aux lettres, eh bien voilà, ce sont des gens comme Jérôme qui travaillent chaque nuit pour porter ces journaux. Docteur, je crois que vous avez des démonstrations à nous faire. Bah, écoutez, une patiente... C'est l'heure du Chauburel. Voilà, et une patiente qui nous a apporté ce matin des petits masques qu'elle fabrique elle-même, que tout le monde peut fabriquer. Alors c'est très ingénieux. C'est une petite feuille de plastique, vous voyez qu'on a tous un peu qui traînent, des intercalaires. En haut, une petite feuille de plastique un peu plus rigide, un petit cordon pour accrocher autour du front. Le cordon est tenu par un adhésif et puis une petite plaque de mousse. Je le mets sur ma figure et hop, je fais un petit nœud derrière. Et voilà, j'ai un masque plexi qui m'évite de balancer des postillons un peu partout. Et comme elle n'est pas dénuée de ressources, cette dame-là, elle a... Alors attendez, professeur, à chaque fois je lui donne du galon, je lui donne du grade. Il m'a déjà dit que c'était trop tard de l'appeler professeur. Oui, mais... je ne peux plus là. J'ai postulé, ils m'ont dit que j'étais trop vieux. Bon, outre le fait que cette visière, merci, vous êtes sympa, vous m'aidez. Cette visière vous va très bien. Est-ce qu'elle est réellement efficace? Qu'en pense le médecin? Ah bah oui, c'est un peu comme les plaques derrière les caissières, c'est-à-dire qu'au moins vous avez quand même tout le visage et vous émettez rien, et puis ou alors il faudrait vraiment que ça passe sur les côtés, et puis quand même c'est quand même beaucoup mieux que rien, quoi. Hein. Alors le FFP2, mais c'est quand même beaucoup mieux que rien. Le Chauburel continue avec la deuxième démonstration. Oui, alors c'est toujours la même personne qui nous a ramené ça. Elle a pris très ingénieusement, vous voyez, c'est des petits sacs. Pour laver le linge délicat dans les machines à laver, oui. Voilà. Et à l'intérieur, elle a mis une bonne dizaine de morceaux d'étoffe, un peu comme de la gaze croisée, en épaisseur, et elle a rajouté à l'extérieur une petite plaque de plastique. Vous voyez, c'est un petit peu brillant. Oui, donc on voit. Tout ça enfermé là-dedans. Elle a mis un petit cordon avec un petit... Voilà, ça se met autour du cou, vous le mettez comme ceci, et puis vous tendez le petit tendeur qui est derrière, et voilà, vous êtes vraiment, ça tient bien, il y a une protection. Donc encore une fois, les masques, pour sortir dans la rue, le président l'a bien dit, il faudra sortir avec des protections. Peut-être que la France n'aura pas de quoi équiper tout le monde, mais vous voyez qu'il y a déjà des gens ingénieux qui se promènent dans les rues avec des choses qui permettent de se protéger, même si, voilà, chacun peut un petit peu se débrouiller. Mais vraiment, je la remercie, c'est des très bonnes idées. Je pense qu'il y en a sûrement d'autres ailleurs, des bonnes idées. Bon, et en tout cas, vous, en tant que médecin, vous validez ce genre de protection? C'est beaucoup mieux que rien. Et puis alors, le deuxième que je vous ai montré, je peux vous dire, l'épaisseur de tissu plus le plastique à l'extérieur, plus la souplesse du système qui fait vraiment étanchéité au niveau du nez et de la face, c'est beaucoup mieux que rien. Et pour se promener dans la rue, c'est sûr que si vous éternuez sur quelqu'un, ça va rester dans le masque. Merci Bruno Burel, merci beaucoup. Merci. Merci. Je vous en prie. On vous rend votre liberté. Nous vous déconfinons du studio 107. C'est très gentil. À très vite. À très vite. Au revoir. À bientôt. On vous passe quelques petites images très rapides. C'était dimanche, c'est-à-dire avant-hier, au Vaudreuil. L'une des rares villes finalement où les marchés peuvent encore avoir lieu. Comment ça se passe dans une petite ville comme le Vaudreuil? Ce marché, quelles protections ont été mises en place? Regardez, on y était. Et juste après, on se retrouve en direct Skype avec un interne du CHU de Rouen qui va nous parler de sa vie quotidienne. Bah là, je suis venu chercher des légumes parce que je suis en panne de légumes. Donc, tous les dimanches. Et les courses, une fois tous les 15 jours. Alors, comment vous trouvez? C'est bien? C'est pas mal, ouais. Bah, j'habite ici, moi. Je pense que c'est pas mal, les marchés ouverts. C'est vrai que les légumes, les fruits, c'est quand même primordial. Il y a beaucoup de gens qui mangent pas de viande. Si je rentre plus tard, après, ça fait une heure que c'est le choix de l'État. Ou des maires. C'est eux qui décident. Ce que je suis venu faire ce matin, je suis venu chercher des asperges, mais évidemment, il fallait que je me lève un peu plus tôt, il n'y en a plus. Bon, d'accord, tant pis pour moi. Alors, je viens un peu faire travailler les producteurs locaux. Qu'est-ce que je vous ai pris là? De la salade, des radis, peut-être, vous mettez 4 fenouils, s'il vous plaît. Des longs et plats plutôt que les ronds, c'est meilleur, merci. J'ai un avis que confirme les marchés non alimentaires. Après tout, pourquoi pas, puisque les commerçants non alimentaires sont fermés. Et il y a une question d'équité, voilà. Mais les marchés alimentaires, je ne comprends pas. Parce que le marché est fermé, en face, le supermarché est ouvert. Alors, moi, je veux bien,
Mais les politiques, il faut qu'ils m'expliquent. Alors les affaires, ça se passe. Donc on a réussi à avoir une place ici sur le marché du Vaudreuil. Ça nous arrange beaucoup parce que nous avons notre marché du samedi matin à Louviers, qui est un gros marché qui est annulé forcément. Et on fait une vente à la ferme le samedi matin chez nous. Et les gens locaux jouent le jeu. On trouve que les gens reviennent plus au marché local comme ça. Non, franchement, on remercie les gens parce que les gens du coin jouent le jeu. Et ça nous aide énormément, quoi. Mais c'est vrai qu'on a une grosse perte quand même de l'ordre de... À la louche, 30% peut-être quand même. Je suis venue acheter mes légumes chez un maraîcher de Cricboeuf-sur-Seine. Spécialement, je suis venue que pour ça. Si c'est bien organisé comme ici, pourquoi pas. Après, dans les grandes villes, je sais pas. Moi, je vais toujours à Louviers. Non, je porte pas le masque parce que je suis hyper confinée depuis un mois et puis on tient nos distances, mais s'il faut, j'en ai un dans mon panier. Et ben, cette matinée, en plus, il fait très beau, donc on est venu vendre notre production. On est très content d'avoir trouvé un point de vente parce que la marchandise, elle est là, elle est en élevage et donc il faut absolument trouver une solution pour la vendre. On a l'habitude de venir, nous, donc c'est pas non plus exceptionnel parce qu'il y a beaucoup de gens, effectivement, je discutais avec le monsieur là qui viennent qui ont un peu de la crainte d'aller en supermarché, je pense, au final, et qui profitent des vendeurs ambulants, entre guillemets. Les distances de sécurité sont respectées puisqu'il y a des marquages au sol et puis ça nous permet quand même de pouvoir sortir et de rester dans le cœur du village. Alors non, moi, je ne porte pas de masque parce qu'ils sont réservés au personnel soignant qui n'en ont déjà pas assez. Ici au Vaudreuil, donc pour ouvrir le marché, on a fait une demande à la préfecture, comme ce qui était convenu. Et puis voilà, donc nous pouvons ouvrir avec un maximum de 5 commerçants, 5 commerçants ambulants du moins sur le marché. Et donc voilà, donc nous avons eu l'autorisation et le marché se déroule, comme vous pouvez le voir, derrière très bien, il y a beaucoup de monde. Et voilà, donc tout un dispositif est mis en place et ça se passe très bien. Voilà, si vous nous rejoignez maintenant pendant ces images qui défilaient, eh bien c'était avant-hier, dimanche 12 avril, c'était en matinée, c'était au marché du Vaudreuil, un des quelques marchés qui restent ouverts avec les précautions de sécurité d'usage que vous avez pu constater. On est en direct on est d'abord en direct avec Anthony Quindroy, puisqu'il est sur le plateau. Bonjour, vous succédez à Thierry Rabillet, bienvenue Anthony. Et vous arrivez au moment où on est en direct, disais-je, avec Tanguy Leroux. Bonjour Tanguy Leroux. Bonjour. Bonjour. Alors normalement vous apparaissez à l'image, formidable. Vous êtes Tanguy Leroux, interne au CHU de Rouen et vous êtes actuellement en stage au CHI d'Elbeuf. Vous avez donc 3 caractéristiques. Vous êtes un professionnel de santé en devenir puisque vous êtes encore jeune. Vous êtes également un vidéaste et vous êtes aussi un droniste. Vous faites du drone. Voilà, c'est pour vous présenter de manière complète. Pourquoi ? Parce qu'on va voir des images pendant qu'on va discuter, échanger ensemble. Il y a des images qui vont passer. Ce sont vos images. Alors première question, Tanguy Leroux. Comment ça se passe au CHI d'Elbeuf ? Eh ben, ça se passe plutôt bien. L'hôpital s'adapte à la situation. On applique, tous les soignants appliquent les gestes barrières. Tout le monde porte un masque au quotidien pour s'adapter aux patients infectés. Donc, on a mis en place une unité d'hospitalisation temporaire qui est vraiment dédiée aux patients Covid. Et voilà, en réanimation, on a augmenté les capacités d'accueil. Et chaque service s'adapte à la situation, comme je l'explique dans ma vidéo. Tanguy Leroux, on sait qu'Elbeuf a été au départ, la crise a été vraiment au cœur de la crise, des problèmes. Est-ce que ça a changé quelque chose Est-ce que ça change quelque chose dans le moral des équipes sur place ? C'est vrai que je pense que c'est un concours de circonstances. On a eu le premier décès en Normandie et je pense que les équipes ont dû s'adapter rapidement, ont dû anticiper la situation. Mais je pense que la situation est plutôt stabilisée et plutôt maîtrisée actuellement. Ça a été facile de faire des images, sinon vos collègues l'ont facilement accepté ? Oui, je dirais que ça a été assez facile. Au vu de mon statut, dès que je me rendais dans un service, avec ma blouse et mon badge d'interne, c'est vrai que les soignants étaient assez ouverts à la discussion et ils étaient assez contents, enthousiastes de raconter un peu comment ils s'adaptaient à la situation.
On voit vos images d'ailleurs, hein. Les images qu'on passe, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ce sont des images que vous avez faites et qui illustrent notre échange. Anthony, vous vouliez intervenir ? Oui, on parlait de l'ambiance justement à l'hôpital, entre guillemets. Quel est le sentiment suite aux annonces d'hier du maintien du confinement ? Est-ce que pour les soignants, c'est une bonne solution ? Est-ce que vous avez le sentiment que ça a permis de juguler la vague jusqu'ici ? Ouais, je pense que c'est une bonne décision, que voilà, on accueille toujours autant de patients infectés, donc non, c'était la bonne décision à prendre, même si c'est un peu dur pour tout le monde et que voilà, le pays voudrait se relancer économiquement, mais je pense que c'est la bonne décision à prendre. Qu'est-ce qu'elles vont devenir toutes ces images là que vous enregistrez, que vous filmez aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a un projet derrière, peut-être un documentaire ou je ne sais quoi ? Non, je me suis attelé que à ce premier documentaire. Et puis après, si la situation évolue, pourquoi pas faire une suite, voir s'il y a des choses pertinentes à communiquer. J'en profite pour dire d'ailleurs que les archives départementales ont lancé un appel pour récupérer des images, des textes, des vidéos. Donc si jamais vous vouliez participer à un archivage des images du confinement, vous pouvez envoyer ça aux archives départementales. Quel âge vous avez, Tanguy Leroux ? J'ai 26 ans. 26 ans, donc voilà, on voit des images maintenant un peu plus médicales également qui passent. 26 ans, qu'est-ce que ça vous fait ? Comment vous réagissez de débuter cette carrière en médecine, puisque encore une fois, vous êtes en formation, vous êtes interne. Ça fait quoi de débuter comme ça ? C'est vrai que la situation, elle est d'autant plus stimulante, elle est intéressante parce que tous les jours, voilà, faut s'adapter à la situation. C'est vrai que nous, en tant qu'interne, on est plus impliqués dans nos stages. Mais si j'entends bien les mots que vous prononcez, vous dites c'est intéressant, c'est stimulant. Ça veut dire qu'il y a une forme. Alors entendez bien le terme que je vais utiliser. Il y a une forme d'excitation, mais excitation professionnelle pour le futur médecin que vous serez, de vivre cette situation. Ouais, c'est un peu ça. Après, c'est sûr que ça reste professionnel, hein, et qu'il y a des gens. Après, moi, je suis au laboratoire, donc j'ai pas trop de contact avec les patients, moins qu'en réanimation ou dans l'unité d'hospitalisation. Donc c'est vrai que je suis pas en première ligne de tous ces patients, quoi. Pour terminer, Tanguy Leroux, puisque nombreux sont celles et ceux qui nous regardent, hein, et qui vous regardent là, puisqu'on est en direct, le petit mot que vous avez envie de prononcer, je sais pas, la pensée, le conseil, enfin voilà, les mots de conclusion de Tanguy Leroux à toutes celles et ceux qui nous écoutent, qui sont nos concitoyens. Je pense que voilà, respecter le confinement le plus possible, même si c'est compliqué, même si c'est pas toujours facile, mais il n'y a que comme ça qu'on pourra endiguer l'épidémie, qu'on pourra aplatir la courbe des patients infectés. Voilà, merci d'être intervenu dans Lignes ouvertes sur le plateau de PNTV. Merci d'avoir témoigné, Tanguy Leroux. Merci. Et puis bon retour vers vos activités de laboratoire. Quelques images avant qu'on se retrouve avec Fred Borghino, l'homme du web chez Paris Normandie. Et puis surtout, restez bien avec nous, le témoignage d'une institutrice, une directrice d'école maternelle, suite aux annonces du président de la République hier soir. Quelques images. D'abord, c'était il y a 48 heures. On est allé entre Villequier et le pont de Tancarville. Là-bas, on est dans le dernier méandre de la Seine. Voir François-Xavier Craquelin. C'est un ancien directeur financier de grande entreprise qui a souhaité tout abandonner à une époque et puis reprendre l'entreprise familiale. Voilà, il réagit à cette situation du Covid-19 qui touche les éleveurs, les agriculteurs. C'est un extrait d'un reportage que vous pourrez voir cet après-midi, plus complet sur pntv.fr si vous le souhaitez. À tout de suite. Entre Villequier et Tancarville, François-Xavier Craquelin est connu pour avoir quitté une vie de directeur financier au profit du métier d'agriculteur. C'est aujourd'hui la nature qui rythme ses journées et guide ses décisions. La première des choses pour nous, c'est que la nature, elle tient pas compte du Covid et du confinement. C'est-à-dire que le lin, il faut le semer tout de suite. Les animaux, comme vous pouvez les voir, ils continuent à manger normalement.
Donc pour cela, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'apaisant parce que ça nous rappelle que la nature, même si elle a le dessus sur tout, elle est là pour rythmer les choses. Donc pour ça, il y a quelque chose d'apaisant. Après, il y a quand même les devoirs à faire avec les enfants en plus. Donc c'est vrai qu'en ce moment, on a plusieurs casquettes, quoi. Je suis père j'ai 4 enfants. Aujourd'hui, je m'interroge quand même franchement sur l'évolution de la société. Finalement, Covid, je pense que c'est une petite mauvaise période à passer. Alors, il y a un impact économique qui va être fort. Je suis quand même vachement préoccupé sur l'avenir de mes gamins. Essentiellement sur ce qui m'interroge vraiment, c'est la façon dont nos gouvernements vont essayer de s'unir, ou pas essayer, ça on ne sait pas, mais qu'on a des questions qui se posent dans des pays en voie de développement, et que si on ne prend pas vraiment en compte toute cette problématique mondiale demain, j'ai peur que ça nous pète à la gueule, quoi, pour de bon. Là, que je salue, qui sont tous enfermés dans un 30 mètres carrés avec 2-3 gosses. Je me dis merde, finalement, gagner plein de KE en étant directeur financier à Paris, il y a quand même beaucoup mieux à faire, quoi. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est un vrai plaisir. Là, pour le coup, c'est quelque chose de positif pour moi, de me dire, on a pris le bon chemin, parce que essayer de produire des choses bonnes, du plaisir qu'on partage avec les gens, c'est quand même l'essentiel de ce qu'on peut vivre de bien dans une vie professionnelle, quoi. Voilà, si vous souhaitez en savoir plus sur les ressentis, les confidences de cet éleveur agriculteur, vous savez, c'est lui qui fait du bœuf cidré. Cette viande très particulière. D'ailleurs, il élève ses bœufs dans des étables où il y a des brosses. Les bœufs peuvent se frotter, se masser à leur convenance. Et puis, il diffuse du Mozart également. Les bœufs sont élevés au Mozart. Il leur donne du cidre donc vers la fin de... 15 litres par jour. D'accord. Alors, voilà, c'était François-Xavier Craquelin. On a Frédéric Borghino. Salut Frédéric. Salut. Salut tout le monde. Salut. Hello, très content de vous retrouver en ce mardi en direct, 14 avril. Alors Frédéric, ça donne quoi sur le web? En tout cas, à travers votre regard à vous et vos actions. Oui, le fait du jour, c'est quand même l'allocution d'hier soir d'Emmanuel Macron en direct à la télévision. Alors, on est allé voir les personnes qui tapent en direct le sous-titre du discours. Ça avait fait beaucoup parler lors du premier discours. Figurez-vous qu'il s'agit de 2 dames qui font ça depuis Hérouville-Saint-Clair, dans le Calvados. Elles sont donc normandes. Nos amis d'ActuAprod sont allés les voir et je vous propose de regarder le reportage si vous voulez bien. Super, très bonne idée. Allons-y. Alors, on va retrouver le reportage, je pense. Qui sont à gauche et à droite en symétrie. Là, j'ai fait un D à droite, mais je peux faire le D à gauche. Voilà. Et les voyelles au milieu. Sans ressources. Pour les salariés, le dispositif de chômage partiel sera protégé. Que les services que nous leur devons soient assurés. C'est vrai qu'à la suite du premier discours, on n'était pas très satisfaite. Effectivement, le deuxième discours était beaucoup plus représentatif de notre travail. Donc on en a parlé avec l'Élysée qui nous a dit, parce qu'on a vu que ça s'était pas mal déchaîné sur les réseaux sociaux aussi. Donc voilà, c'était un petit peu inquiétant. Et l'Élysée a dit, mais nous on assume complètement. En fait, les gens ne sont pas habitués à avoir de l'accessibilité comme ça en direct. On est habitué à avoir du sous-titrage préparé, donc bien lissé. Donc là, effectivement, ça a surpris tout le monde. Mais nous, ce qui compte, c'est qu'il y avait l'accessibilité pour les personnes sourdes et on a un retour des personnes sourdes qui sont très satisfaites. Et c'est bien là l'essentiel. Donc voilà, et puis effectivement, ils ont fait appel à nous pour la deuxième fois et là pour lundi aussi, pour le troisième discours. Frédéric, et puis peut-être aussi Anthony et Thomas, moi je pose une question toute bête, le discours il est quand même préparé à l'avance par le président, comment se fait-il que le discours étant préparé, on ne rédige pas à l'avance les sous-titres? Elles l'ont pas du tout en direct, elles l'ont pas du tout à l'avance, je veux dire. Et ce qu'elles expliquent aussi, je vais vous mettre le lien d'un article avec une autre personne d'Évreux qui fait à peu près le même métier,
L'idée, en fait, c'est de l'accessibilité, c'est de rendre aussi compte du discours, de l'intonation, des temps de silence entre les mots prononcés à l'oral et ceux qui arrivent à l'écrit. Parce qu'en fait, les personnes sourdes et malentendantes se fient à ce texte qui apparaît, et du coup, les silences, c'est le temps que la personne écrit, et ça rend compte aussi de l'essence du discours. C'est pour ça que même elle préfère ne pas avoir le texte à l'avance. Très bien, merci pour ces précisions, Frédéric. Ça rend compte du sens du discours, mais pour l'avoir regardé hier et avoir lu en même temps, il y a aussi parfois des mots qui peuvent manquer. Je vois, à un moment, il a remercié plein de corps de métier, et il y a des corps de parce qu'elles métier sont en retard. qui ont été passés à l'as. Elles sont en retard, et puis elles passées à rattrapent. l'as. Voilà. C'est extrêmement difficile comme travail. C'est très dur. Bon, merci Frédéric, ça c'était très sympa et intéressant. Merci. Autre chose ou on a fini? Non, juste un mot sur le site. On a eu un tout petit souci il y a quelques minutes sur les articles. Il était impossible de les lire. Voilà, je voulais informer les auditeurs, dire que c'était rétabli, que vous pouvez revenir donc sur le site de Paris-Normandie. Voilà, et aussi vous abonner. Et vous abonner. Vous abonner, parce que c'est très important. Vous avez besoin d'informations et nous, on a vraiment besoin d'abonnés. Merci beaucoup, Fred, avec tout le boulot que toute l'équipe de Web fait pour maintenir l'actualité chaude presque de minute en minute sur les supports web de Paris-Normandie. Grâce à vous. Très bien. Ciao. À bientôt. Salut. Bonne journée. Salut. Alors, maintenant, nous allons partir avec une institutrice qui s'appelle Émilie Pertuzet, qui est directrice d'école maternelle. Mais pendant qu'on établit la connexion, peut-être pouvons-nous faire quelque chose qu'on n'a pas fait depuis la prise d'antenne de ce direct, c'est peut-être donner quelques éléments de contenu de l'édition du jour. Ah ben, il y a plein de choses encore dans le journal. L'allocution d'Emmanuel Déjà, Macron, pour commencer, le résumé. Et puis, on parlait de douche froide tout à l'heure. C'est évidemment, là, je vois en page 3. Sous les yeux, j'ai le papier de Guillaume Lejeune sur l'annulation de Roch et Névreux. Et évidemment, c'est pas le seul. Il y a Beauregard, il y a Fécamp Grand Escale, il y aura Vivacité à Sotteville-et-Rouen. Fécamp Grand Escale, c'était un événement qui était très attendu par les Fécampois. Tous ces événements, je pense à Vivacité, à Graines de Jardin, tous ces événements très populaires, malheureusement, sur lesquels il va falloir faire une croix cette année. Alors, nous sommes en ligne avec Émilie Pertuzet. Bonjour Émilie. Bonjour. Eh ben voilà, vous arrivez sur le plateau, c'est magique, on vous voit, et puis tous les internautes qui nous suivent vous voient également. Juste avant qu'on commence avec vous, j'en profite pour dire à Nathalie qui me relançait apparemment en disant on veut voir la vidéo de Confiné que j'avais promise, la chanson que j'avais faite. Rassurez-vous, j'ai eu 2-3 petits problèmes techniques, on la verra vendredi, c'est promis. Ça c'est des jokes un peu entre internautes et nous. Et puis Mathieu disait mais pourquoi est-ce que les sourds ont besoin du sous-titrage du discours du président? Tout simplement, je pense Mathieu, parce que tous les sourds ne connaissent pas la langue des signes. Ça doit sans doute être la raison. Voilà. Alors, Émilie, merci beaucoup d'accepter d'être avec nous. Vous êtes donc institutrice, directrice d'école maternelle. Première question, comment vous réagissez par rapport à ce que vous avez entendu hier soir, ce 11 mai, avec ces écoles qui sont susceptibles de rouvrir? Je dirais que pour l'instant, en fait, il faut attendre. Le président, hier, a dit qu'on était confinés jusqu'au 11 mai. C'est la première chose que j'ai retenue. Et après, il a parlé d'une ouverture progressive sous des différentes modalités. Donc, bien sûr, on est tous inquiets, mais je pense qu'il va malheureusement falloir attendre pour avoir plus d'informations précises sur les modalités de retour à l'école de tous les enfants. Alors, on n'a pas précisé, mais vous êtes dans quelle commune exactement ? Je travaille sur Mont-Saint-Aignan. Mont-Saint-Aignan. Je crois savoir qu'en plus, vous avez, là, c'est les vacances, mais vous donnez des cours aux enfants des personnels soignants, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. J'étais volontaire avec d'autres collègues de la commune pour accueillir les enfants du personnel soignant et puis des autres personnels qui ont été rajoutés après, préfecture, force de l'ordre, etc., qui étaient jugés indispensables à la nation. Vous pouvez nous dire un peu sur le fait que tu m'as fait disparaître. Vous avez eu beaucoup d'enfants justement sous votre responsabilité ? Alors, j'ai cru entendre de très loin, vous me demandez si j'avais beaucoup d'enfants, c'est ça ? Si vous en aviez beaucoup. Ça dépendait des jours. Il y avait en tout sur la commune de Mont-Saint-Aignan 20 enfants inscrits, mais en général, on tournait plutôt entre 12 et 15 enfants de la maternelle au CM2 accueillis tous les jours. Avec un programme à faire respecter, comment faut jongler entre chaque niveau, comment vous faites ?
Alors, on avait séparé la plupart du temps les élèves de maternelle des élèves d'élémentaire. Et puis, après, ça dépendait vraiment. On avait donc de tous les niveaux, très clairement. Et puis, on a pris, en fait, ce que les enseignants qui étaient confinés chez eux envoyaient aux élèves pour travailler, en fait. Mais on ne peut pas dire qu'on est vraiment dans une situation d'enseignement classique. On est plutôt dans du soutien, de l'aide aux devoirs. On n'est pas clairement dans de l'enseignement. Peut-être, juste je reviens sur cette date du 11 mai qui a été évoquée hier par Emmanuel Macron. Quelles sont éventuellement les inquiétudes qu'il pourrait y avoir chez vous, les enseignants, aujourd'hui sur la sécurité sanitaire? Est-ce que vous posez des questions par rapport à ça? Clairement, oui, on s'interroge. Est-ce que les enfants et les enseignants vont avoir des masques? Si oui, il en faut un certain nombre par jour. Comment faire de la distanciation sociale avec des élèves? Alors, élémentaire, c'est déjà très compliqué, mais alors en maternelle, c'est encore plus compliqué. Comment va être géré l'entretien aussi par les personnels municipaux? Parce que voilà, si les enfants en maternelle, par exemple, les enfants n'ont pas leur propre matériel, ils viennent pas avec leur cartable, leur trousse, on partage le matériel de la classe. Est-ce qu'il faudra étiqueter les feutres, les crayons, les jouets utilisés par X enfants? Ça pose beaucoup de questions. Très bien, écoutez, merci Émilie Pertuzet de nous avoir rejoint sur ce plateau. On vous laisse passer de bonnes vacances et puis on en reparlera certainement dans quelques semaines. On se permettra certainement de vous recontacter peut-être? Oui, il n'y a pas de problème. Très bien. Écoutez, merci. Sylvain Richon. Voilà, Sylvain a disparu, exactement. Bonjour, voilà, vous allez bien, tout va bien. Voilà, j'ai fait disparaître Sylvain. C'est la petite surprise du jour. Voilà, on ne s'est pas vu le 1er avril, je le fais aujourd'hui. Disparition de Sylvain. Alors, je ne sais pas si vous voulez que je le fasse réapparaître, je ne sais pas si c'est possible. Non, c'est bon. Après, d'accord. Alors, je vous amène, vous vous souvenez, la semaine dernière, la première fois que je suis venu vous voir, je vous avais montré comment faire un poisson avec un gant. Vous vous souvenez, voilà. Oui. Alors là, j'ai amené une petite serviette et je vais vous montrer autre chose que vous pouvez faire à la maison. Donc, prenez une petite serviette, je fais mon petit bazar. Il faut rouler. Je vais essayer. Alors, au début, les gens vont se demander qu'est-ce qu'il est en train de faire, que se passe-t-il? Vous allez voir, c'est dans le même goût que ce que je vous avais fait avec le petit gant la dernière fois. Donc là, vous roulez comme ceci. Hop, on roule vers l'intérieur de la serviette et on va transformer cette serviette dans un instant. C'est un petit truc qu'on peut faire à la maison, voilà, avec du matériel qu'on a sous la main. Et une fois qu'on a fait ça, vous voyez, hop, on replie vers l'extérieur comme ceci. Puis là, on sort les petits coins. On sort les petits coins de la serviette. Vous voyez, hop, 1, 2, 3, 4. Clac, clac, clac. Et là, si tout va bien, si ça fonctionne, vous savez, c'est une science approximative, on tire comme ça, voilà, que je fasse pas de bêtises, on tire comme ça, et là, on a un petit poulet. Ça, je sens que ça plaît Anthony, ce genre de choses, je vais lui faire une compilation. Voilà, on a un petit poulet. Et alors, j'ai fait une petite surprise à Sylvain parce qu'il m'a dit qu'il était friand de la magie des cordes. Il voulait connaître les ficelles du métier. Donc, j'ai amené des ficelles, une petite, une moyenne et une grande, comme ça. Alors, on peut tout examiner, bien sûr, mais l'idée, c'est, si vous êtes d'accord, de vous hypnotiser. Est-ce qu'on vous a déjà hypnotisé? Jamais. Comme ça, en direct, Jamais. Vous allez voir. Persuadé qu'on n'y arrivera pas. Alors, je vais essayer à distance, comme ça. C'est ce qu'on appelle l'hypnose ericksonienne. Voilà, à distance, avec une petite, moyenne et une grande corde. Je me concentre sur vous. Et ayez confiance. Vous avez vu, ça marche. C'est comme un discours d'Emmanuel Macron. Ayez confiance. Et là, on donne l'illusion que si on tire sur la corde comme ça, on se retrouve avec 1, 2 et 3 cordes de la même taille. Je sais pas ça. Donc vous êtes hypnotisé aussi. C'est très agaçant. Et 3. On va le faire avec 2 parce que peut-être qu'avec 3 c'est plus difficile de suivre. On a 2 cordes et 4 bouts. Je vais pas vous refaire le sketch de Raymond DeVos pour les plus anciens. Mais si on donne l'illusion comme ça qu'on n'a plus qu'une corde, les gens y croient. Vous voyez. Alors après on peut faire un nœud. Alors je vais essayer de faire un nœud. Et si on fait un nœud à cette corde, bien sûr, on se retrouve avec une boucle sans fin comme ça. Et pour l'ouvrir, on utilise, Thomas, les ciseaux? Non, ce sont des doigts. Vous voyez, il est bien précisé. On coupe comme ça et on a l'illusion que la corde se coupe. Et on se retrouve avec 2 cordes, alors non pas de taille identique, parce que j'ai le compas dans l'œil, mais un peu trop parfois. On a une petite et une moyenne. Et bien sûr, pas de problème pour les magiciens, que des solutions. On peut donner l'illusion que les cordes redeviennent de la même taille. Et tout ça n'est qu'une illusion, parce que depuis le début, on n'a qu'une corde et 2 bouts. Et là où ça devient un petit peu incompréhensible, c'est quand on enlève les bouts. Si on enlève les bouts, hop, comme ça, hop, là on se retrouve avec un cercle fermé, complètement fermé. Là ça devient étrange. Alors on va remettre les bouts, enfin je vais rester encore un petit peu, je vais finir le tour, mais je vais remettre les bouts sur la corde. Ça va fusionner de nouveau.
Et là, on ouvre la corde, on se retrouve de nouveau avec une corde et 2 bouts. Mais souvenez-vous, avant que je vous hypnotise tous les deux, je n'avais pas qu'une corde, j'en avais 1, 2 et 3. Et si je me souviens bien, avant que je claque des doigts pour vous hypnotiser, ces 3 cordes ne faisaient pas exactement la même taille. Je crois qu'il y avait une petite, une moyenne et une grande. Et bien sûr, on peut voir la petite, la moyenne et la grande, et tout peut être examiné, puisque ce sont des cordes tout à fait ordinaires. Voilà, messieurs. Bravo. Bravo. Et je fais réapparaître Sylvain. Voilà. Bon, j'avais quand même laissé volontiers ma place à Draco, puisque c'est un vrai bonheur d'avoir Draco 2 fois par semaine, en fin d'émission, lignes ouvertes, avec le plaisir. Mardi et le jeudi. Et le jeudi. Et il m'a fait plaisir avec les cordes. Je lui avais demandé spécialement le numéro des cordes. Spécial voilà. pour Merci beaucoup. Merci à vous toutes et tous Bravo. de nous avoir suivis pour cette reprise après ce week-end de 3 jours. On se retrouve bien sûr demain, mercredi, à midi, en direct sur le plateau 107 avec vous. Bonne journée. Un film qui nous ont marqué ces derniers temps. On va commencer par le film 1917, réalisé par Sam Mendes, un film de guerre, un film d'époque, qui parle de la Première Guerre mondiale et qui met en scène 2 jeunes soldats britanniques, Tom Blake et Will Schofield. Blake, pick a man, bring your kit. I hoped today might be a good day. Hope is a dangerous thing. Qui auront pour mission d'aller avertir les lignes les plus avancées que les Allemands n'ont pas déserté ni reculé, mais juste tendent une embuscade. Mais c'est là aussi où se trouve en danger le frère de Blake. You have a brother in the 2nd Battalion. Yes, sir. They're walking into a trap. Your orders are to deliver a message, calling off tomorrow morning's attack. If you fail, it will be a massacre. Let's talk about this for a minute. Why? We've got orders to cross here. That is the German front line. Durant tout le film, on assiste à une course contre la montre. Tout ceci nous plonge vraiment dans l'univers de la guerre, de la Première Guerre mondiale. Un film coup de cœur, un film à voir absolument. If you don't get there in time, we will lose 1,600 men. Your brother among them. Good luck.